à toutes et à tous, Freudinou pour Poker Academy. Dans cette vidéo tutoriel destinée à vous présenter les ranges destinés aux joueurs de micro-limit NL2, NL4 et NL5. Donc je vais vous donner un petit peu plus d'indications supplémentaires puisque je pense que le format vidéo reste quand même le plus pratique. Je vous rassure, hein, ces ranges sont vraiment faites pour être fonctionnées immédiatement, donc vous pouvez tout simplement cliquer sur imprimer, mais il y a certaines choses que je souhaitais quand même détailler, histoire de vous transmettre certains éléments. Donc déjà, la méthodologie, hein, avec laquelle j'ai construit ces ranges, eh bien déjà c'est vrai que j'ai tout simplement fait confiance à mon expérience, puisque bon, j'ai maintenant coaché quand même plusieurs centaines de joueurs, donc je commence à voir un petit peu ce qui marche et ce qui ne marche pas chez les joueurs de micro, les erreurs typiques. Je vois beaucoup de bases de données, les mains qui sont gagnantes, les mains qui sont perdantes, donc je me suis beaucoup inspiré de ça. Et j'ai également bien entendu utilisé ma propre expérience de joueur et des outils, hein, qui permettent d'étudier comment peuvent se comporter les ranges au poker. Donc voilà pour la méthodologie qui m'a permis de créer ces ranges. Donc la philosophie de ces ranges, hein. Première chose, j'ai essayé le plus possible de vous éviter les situations problématiques post-flop, puisque quand on commence le poker, qu'on est peu expérimenté, et bien très vite post-flop, on peut se trouver en difficulté avec les mains qu'on va qualifier de bancales. Mais j'ai quand même souhaité conserver un minimum, hein, d'ambition. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un compromis entre ces deux éléments opposés, hein. Donc il y a des mains quand même qui vont probablement vous faire des erreurs, mais je dois vous permettre de faire des erreurs quand même, parce que si je ne vous permets pas de faire des erreurs, bah, à la fin il suffit d'ouvrir 3% des mains au poker et ça serait depuis longtemps si ça marchait, hein. Mais surtout, finalement, si je ne vous permets pas de faire des erreurs au poker, eh bien je ne vous permets pas de progresser. Je rappelle, hein, que l'erreur est essentielle, hein, pour progresser au poker. J'ai essayé également d'avoir une philosophie qui va être ambitieuse en attaque, par contre conservatrice en défense, hein. Donc quand on est l'attaquant, l'agresseur, on va mettre la pression sur le joueur. Par contre, c'est vrai, quand on est en position de défense, j'ai évité de vous mettre dans des situations assez problématiques, particulièrement si vous jouez hors de position. Et j'ai fait attention également, hein, au kicker des mains. Donc par exemple, vous voyez qu'en small blind, quand vous ouvrez, de base, hein, vous n'avez pas des mains comme As-Cat offsuit, parce que ce sont des mains qui peuvent être problématiques à jouer hors de position. Donc ici, nous avons devant nous la range d'open raise. Je rappelle que l'open raise au poker, c'est quand tout le monde a couché avant vous, donc il n'y a vraiment personne avant vous, hein, et vous êtes le premier joueur à ouvrir. Donc vous voyez en orange, hein, les mains que je vous suggère d'ouvrir. Plus on est ce qu'on appelle en early position, donc les premières positions, plus on va ouvrir serré, puisqu'il y a une plus grande probabilité que quelqu'un se réveille avec une bonne main derrière nous. Et plus on est ce qu'on appelle en late position, position tardive, plus on va élargir nos ranges, parce qu'il y a moins de chances que les adversaires se réveillent avec des grosses mains. Vous voyez qu'au bouton et la small blind, j'ai mis en jaune des mains qu'on va ouvrir sous certaines conditions. L'idée, en fait, c'est d'ouvrir ces mains-là si on pense que nos adversaires derrière sont très serrés, c'est-à-dire qu'ils foldent trop et qu'on peut tout simplement leur voler les blindes. Donc classiquement, ce sont des joueurs qui ont des VPIP PFR en dessous des 20%. Assurez-vous bien entendu que ces stats ont un minimum convergé. C'est-à-dire que si vous avez 10 mains sur le joueur et qu'il est 12-9, ça ne veut pas dire qu'il va jouer 12-9 à la fin. Donc une bonne centaine de mains souvent est nécessaire, et vraiment minimum 50 mains pour commencer à faire ce genre de stratégie à mon sens. À présent, voici ce que je vous suggère de payer sur une relance adverse. J'ai bien dit une relance adverse, donc ce qu'on appelle un call, et également ce que je vous suggère de 3-bet. Alors je rappelle que le 3-bet, hein, ce n'est pas relancé à 3 fois. Le 3-bet, c'est une sur-relance au poker, c'est-à-dire qu'un joueur a relancé, par exemple à 3 blindes ou à 2 blindes, et vous le sur-relancez. Le montant de votre mise, hein, n'intervient pas dans l'appellation de ce move. Avant de parler un petit peu plus de ces ranges, il y a vraiment un concept essentiel à avoir en tête pour construire ces ranges de call. Ce concept nous vient de David Slansky, qui est un grand théoricien du poker. J'ai fait un article il n'y a pas si longtemps sur le sujet que je vous invite à consulter. Et donc il s'agit du gap concept. Donc le gap concept, on va le lire ensemble, c'est: vous devez détenir une meilleure main pour jouer contre quelqu'un ayant déjà ouvert le tour d'enchère que celle dont vous auriez besoin pour ouvrir le tour d'enchère vous-même.
Je vous invite à arrêter la vidéo 30 secondes pour bien prendre la mesure du concept. Et donc, on va vraiment s'inspirer de ça pour construire les ranges, même s'il y a des exceptions hein, dont je parle dans cet article. Donc, ici, vous avez les ranges de call en big blind. Et donc, vous voyez en rouge, ce sont les ranges de 3 bêtes, vraiment en micro-limite. De base, on va 3 bêtes essentiellement en value. C'est-à-dire qu'on prend des bonnes mains, et il y aura souvent un adversaire prêt à nous payer avec des moins bonnes mains. Notre range de 3 bêtes, et donc on va tout simplement faire grossir le pot avec des bonnes mains contre des mains moins bonnes. Ça, c'est vraiment la stratégie de base que je vous invite à avoir en micro-limite. Donc voici en small blind. En small blind, on est beaucoup plus resserré. Sachez que c'est la pire main, c'est la pire position du poker, la small blind, parce que vous allez tout le temps être hors de position. La big blind peut se réveiller, donc on veut vraiment être très serré à cette position de small blind. Et c'est pour ça que parfois, on va même préférer 3 bêtes une main, la jouer agressivement, plutôt que de la payer. Et donc, au bouton, hein, nous allons être en position. Donc, on se permet parfois un petit peu plus de largesse. Je ne vous ai pas mis le cutoff versus hijack, UTG, le hijack versus UTG. Sachez que généralement, ça dépend un peu plus précisément de la stat d'open raise de votre adversaire. Néanmoins, comme point de départ, je vous suggère de prendre la range bouton, d'enlever 10-9 suité, 9-8 suité et probablement As-10 suité, voire Roi-Dame offsuit. Ça serait le point de départ hein, comme repère contre des ranges hein, qui, attention, en général, seront quand même assez resserrés chez vos adversaires. Et voici la partie la plus complexe. Hein. Il s'agit de la partie sur la défense aux 3 bêtes. Alors ça, c'est un petit peu compliqué parce que il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte qu'on ne peut évidemment pas développer hein, ici. Le conseil, c'est vraiment de ne pas trop en faire. Ça va être mon premier conseil. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à jouer très serré. Donc, j'ai extrait 2 situations principales. La première situation, on sait que notre adversaire est essentiellement en value. Il 3-bet le top 3, top 4% des mains. Donc, sachez que top 3, top 4% des mains, c'est vraiment ce qu'on appelle les premiums, les meilleures mains comme Valet, Valet est mieux et As-Roi. Donc dans ces cas-là, quand on pense que l'adversaire 3-bet ce genre de range, on va défendre ce qui est écrit ici, donc hors de position cette range-là et en position cette range-là. Et si jamais vous soupçonnez que votre adversaire est un petit peu large au 3-bet, donc soit il élargit beaucoup, soit il a même des 3-bet bluffs, comme par exemple des 7-6 suités. Si jamais vous pensez que votre adversaire fait ça, dans ce cas-là, vous allez vous référer au range que je vous donne ici. Mais je vous demanderai vraiment d'être sûr que votre adversaire élargit ses ranges. Pourquoi? Parce que particulièrement en micro-limite NL5 mois, la plupart du temps, les joueurs prennent des bonnes mains et les 3-bet tout simplement. Donc la plupart du temps, quand vous verrez une stat de 3-bet de votre adversaire à 7-8%, ce sera souvent une stat qui n'a pas convergé, plutôt qu'un joueur qui 3-bet 7 à 8% des mains. Donc vraiment au minimum sans occurrence sur cette stat de 3-bet avant de considérer qu'il a vraiment 7 à 8%, comme je vous l'explique hein, ici. Vraiment, je vous invite à ne pas trop en faire ici. La décision qui a été compliquée pour moi, c'est de vous demander de faire des 4-bet bluff, que vous voyez en bleu ici, parce que le 4-bet bluff, c'est un move assez avancé en micro-limite. Si je devais donner un conseil, si vous êtes en L2 de base, utilisez que ces 2 ranges. Et je dirais que ces ranges-là sont plutôt destinés aux joueurs de NL5 et encore sur les réseaux qui sont un petit peu agressifs, hein, comme Winamax. Et dans ce cas-là, effectivement, il peut arriver que comme notre adversaire fait des 3-bet bluff, une de nos réponses va être de 4-bet bluff. Je vous conseille un sizing à 2,5 fois la taille du 3-bet adverse, que vous soyez en position ou hors de position. Et si jamais votre adversaire paye le 4-bet, vraiment dans le jeu post-flop, n'en faites pas trop. Ne misez qu'en value et en bluff, ça va être des semi-bluffs, c'est-à-dire si vous avez une belle équité, comme par exemple un tirage. Voilà, ça c'est vraiment la partie la plus problématique. Je vous invite vraiment à être assez modeste, à ne pas en faire de trop. Certains d'entre vous vont également peut-être se demander quels sont les ranges d'ISO raise. Alors qu'est-ce qu'un ISO raise? C'est quand un ou plusieurs joueurs ont limpé avant vous, et donc vous relancez pour essayer de jouer un seul joueur. Donc isolation, relance d'isolation. Donc, si vous avez un seul limper avant vous, ce que je vous conseille pour ISO raise, c'est de prendre la range P-1. Explication, je pense qu'un exemple sera plus clair. Donc, imaginons que un joueur limp au cutoff et vous êtes au bouton.
Vous allez prendre la range d'open raise P-1 pour l'ISO raise. Donc vous êtes au bouton, c'est cette range-là. Et -1, ça va nous donner la range cutoff. Donc quand vous êtes au bouton et que le cutoff a limpé, vous allez prendre votre range d'open raise cutoff pour isoler le joueur. N'hésitez pas à repasser cette partie de la vidéo. Donc si vous êtes au cutoff et que le hijack limp, vous allez prendre la range P-1 cutoff pour l'ISO raise. Donc vous allez prendre à ce moment-là cutoff -1, votre propre range de hijack pour l'ISO raise ici. Voilà, j'espère que c'est clair, hein. Normalement ça l'est. Et j'insiste, ça c'est contre un seul joueur. Concernant la small blind, je vous conseille de prendre la range du cutoff pour isoler les joueurs. Avant de vous quitter, des conseils de base. Ces ranges ne sont évidemment pas gravés dans le marbre. Il ne faut pas oublier de s'adapter sur les tables. Et évidemment, au fur et à mesure de votre progression, l'idée va être de les élargir petit à petit au fur et à mesure que vous allez gagner des compétences et notamment des compétences post-flop. N'hésitez pas à poser des questions sur le thread dédié par rapport à ces ranges-là. Bien entendu, hein, on reste ouvert à la discussion. Bien entendu, ces ranges seront encore et toujours discutables, mais de mon expérience de coach, ce sont des ranges qui marchent parfaitement bien en limite NL5-. A très bientôt sur Poker Academy et je vous donne rendez-vous pour les ranges de NL10.